Comme Girchig, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le média de Time for the Planet. Pisser sous la douche ne suffira pas, qui a pour ambition de faire avancer la réflexion pour mieux servir l'action. On a pour habitude de se tutoyer chez Time for the Planet. Est-ce que pour cette très bien. On peut se tutoyer? Faisons comme ça. Ouais. Parfait. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer? Alors, donc je m'appelle Comme Girchig, je viens de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Ça compte pour moi, je ne suis pas parisien d'origine. J'ai fait des études d'ingénieur. Au bout d'un moment, j'ai fait beaucoup de mathématiques, ça m'a un peu fatigué. J'avais envie de faire des choses peut-être plus appliquées. Donc je suis passé à Sciences Po en affaires internationales et j'ai commencé à être activiste à cette époque-là. Tout de suite dans les milieux climat, environnement. Et une bonne partie des 5 dernières années, je l'ai vraiment consacré à mener différents combats, tant au niveau de l'ONU qu'au niveau très local en France, sur principalement le climat, la biodiversité, mais aussi la 5G. Voilà. On va en parler. Tu as notamment ton domaine d'études, c'était sur les relations internationales sur le climat. Je crois que tu as fait un focus là-dessus, Oui, je confirme. exactement. Et tu m'as raconté que tu t'es retrouvé dans des délégations de jeunes qui sont allés à l'ONU pour parler de ça. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience? Oui. Il y a tout un écosystème en fait d'associations qui peuvent accéder à l'ONU, qui fonctionnent parfois directement avec les délégations d'États, c'est-à-dire que chaque État envoie une délégation d'une trentaine à parfois beaucoup plus, mais bon, souvent c'est cet ordre de grandeur, une trentaine de personnes. Et autour de ça, il y a plein d'associations, très connues parfois, style Greenpeace, Oxfam, etc., et d'autres beaucoup moins connues, des associations de jeunes, qui envoient une petite troupe de 8 à 10 jeunes pour aller suivre, pour aller observer, d'ailleurs on les appelle les observateurs, les négociations. Donc moi j'en ai fait partie, et ça m'a tellement intéressé que j'ai postulé un programme où en fait on pouvait, en tant que jeune, entrer dans la délégation interministérielle française. Donc ça m'a amené à être jeune délégué pour le climat. L'idée c'est de représenter un peu la jeunesse française au sein de cette délégation. En pratique, bon, on a un peu ce privilégié pour voir vraiment de l'intérieur comment fonctionne une délégation, mais on n'a pas beaucoup de place forcément pour exprimer les positions de la jeunesse au sein de cette délégation. Et après, en troisième étape, donc après avoir été observateur en ONG, observateur dans la délégation interministérielle française, j'ai été désigné, disons, représentant de la France au premier sommet mondial de la jeunesse en 2018 à New York. Ça, c'est une sélection qui était faite par le secrétariat général de l'ONU, donc c'est pas une sélection en France. Et là, par contre, l'idée, c'était vraiment de donner le point de vue de la jeunesse française. Alors, c'est toujours difficile, parce que la jeunesse française pense plein de choses différentes, selon où elle habite, selon les études qu'elle a faites ou pas faites, etc. Mais bon, j'ai essayé de porter une forme de radicalité à l'ONU en septembre 2018. Est-ce que tu as toujours été conscient des problématiques du climat ou est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un moment où il y a quelque chose qui s'est passé et tu as commencé à t'y intéresser, à soulever sous le tapis? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience? Oui, il y a eu vraiment une prise de conscience très brutale, très nette. C'était au moment de la COP 21, en 2015, ça commence à remonter, non, c'est terrible. J'étais donc ingénieur au pont, je faisais beaucoup de mathématiques, etc. Et comme je décrivais juste avant, ça commençait à perdre un peu de son sens pour moi. Je peinais à trouver une direction en faisant ça. Il y a eu la COP 21, et donc à Paris, toutes les librairies, tous les kiosques à journaux, tout résonnait autour de cette COP. Il y avait des informations partout, dans toutes les disciplines, que ce soit le droit, que ce soit le climat évidemment, mais aussi la cuisine, bref, toutes les disciplines humaines qu'on pouvait imaginer étaient focalisées sur la question du climat, de la biodiversité. Et c'était passionnant, donc moi j'ai juste bêtement en fait commencé à lire, j'écoutais la radio, je regardais la télé, je baignais là-dedans et ça m'a passionné et ça m'a donné envie de continuer. Est-ce qu'on peut en profiter pour qu'en 2-3 phrases, tu arrives à résumer ce que c'est cet accord de Paris, qui vient à négocier et sur quoi ça aboutit? L'accord de Paris, c'est un accord multilatéral, donc c'est pas par opposition à l'accord bilatéral, non, qui rassemble une immense majorité des pays du monde, ce qui n'était pas le cas des précédents accords, style l'accord de Kyoto. En fait, c'est un peu plus compliqué, parce que l'accord de Kyoto, il y avait presque tous les pays du monde qui signaient, mais une petite partie des pays étaient engagés en termes de réduction d'émissions. Là, la particularité de l'accord de Paris, c'est que tous ces pays doivent avoir des engagements renouvelés régulièrement pour atteindre une cible. Et la cible, elle a été décidée là aussi dans le cadre de cet accord, c'est ne pas dépasser 1,5 degré, 2 degrés de réchauffement et faire tous les efforts possibles pour rester en dessous de 1,5 degré.
ce qu'il faut bien comprendre avec cet accord, souvent on se demande est-ce qu'il est contraignant ou pas, bon, c'est que en droit international, n'importe quel État peut sortir d'un accord. Personne ne peut le sanctionner concrètement. C'est ce qu'ont fait les États-Unis avec Trump, c'est ça? Voilà, et ils y sont revenus. Pareil, je vais faire un parallèle avec l'accord de Kyoto, qui était quelque part le grand frère de l'accord de Paris, c'était juste le précédent direct. Il y avait des sanctions qui étaient prévues, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est quand les États étaient sanctionnés, eh ben, ils sortaient de l'accord. Donc, ils n'avaient pas la sanction, et en plus, ils n'avaient plus de contraintes carbone, bref, ça ne marchait pas du tout. Donc, l'accord de Paris, il a essayé d'être un peu plus innovant, et la diplomatie française a vraiment a été innovante sur ces aspects-là. Elle a préféré miser sur le côté universel de l'accord. Donc, l'objectif numéro 1, c'est que tout le monde soit toujours dans le bateau. Alors, ça a un peu échoué avec les États-Unis, mais on a vu la résilience de l'accord. Ils y sont revenus, donc ça veut dire que ça marchait bien. Et après, ça peut ne pas être satisfaisant, parce qu'on voit que tous les États n'ont pas le même degré d'engagement. Typiquement, la Chine, elle a un engagement en termes d'intensité carbone de son PIB. On peut se dire, ouais, c'est quand même pas très concret, parce que si elle a une croissance énorme, elle va émettre toujours plus. Mais elle est dans l'accord. Elle a quand même un engagement, et puis après, l'idée des COP régulières, c'est de mettre les États sous les projecteurs, de se faire critiquer par les ONG, et comme ça, ils sont incités chaque année à prendre des accords, à prendre des engagements un petit peu plus forts. C'est vraiment ça la spécificité de l'accord de Paris, c'est de générer une dynamique. Et pour l'instant, on n'y est pas encore. C'est-à-dire que si on prend là une photo flash en février 2022 de où est-ce qu'on va avec les engagements actuels des États dans le cadre de l'accord de Paris, la réponse c'est plus 2,7 degrés. Donc on explose la cible de l'accord de Paris. Mais il ne faut pas être défaitiste. Des COP, il y en a chaque année. Il y a des mouvements qui se forment dans tous les pays, la jeunesse est active, les ONG sont plus actives que jamais. Donc, il faut faire baisser ce chiffre, mais on y arrive progressivement. La COP26, par exemple, a permis, en termes d'engagement, de faire baisser les émissions, enfin la trajectoire d'émissions en 2100 de 1,5 degré. Donc, si on fait ça chaque année d'ici 2025, ben, on arrivera à avoir la bonne trajectoire. En fait, les COP, de ce que je comprends, c'est des moments où on vient un peu voir où on en est, on fait un bilan, on refixe des nouveaux objectifs, des nouveaux... C'est ça. Et en fait, c'est pas on refile des nouveaux objectifs, c'est les États, et c'est ça qui a vraiment constitué c'est le cœur du réacteur des COP, c'est de créer un système de transparence. C'est-à-dire que les États fournissent chaque année un bilan de leurs émissions qui est parfaitement comparable. Et donc, on peut regarder, voilà, où en sont les 196 États. Alors du coup, il y en a un peu moins que ça dans l'accord de Paris, mais voilà. On peut les comparer entre eux, et comme ça, l'opinion publique mondiale, les ONG, les journalistes, etc., font des classements entre ces pays, les comparent, etc. Et évidemment, les pays qui sont les plus délibérément émetteurs de CO2 se font très très lourdement critiquer. Et du coup, après, certaines régions, style l'Union européenne, refusent de signer des accords avec les pays qui sont les moins bons élèves, etc. Et donc on a toute une machine qui se met en place, qui utilise d'autres outils que l'accord de Paris lui-même, mais qui permet de générer de l'engagement climat de la part des États dans le cadre de l'accord de Paris. Et c'est ça qui est assez brillant. Et on ne l'a pas défini, mais COP, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conférence des parties. Donc les COP, il y en a eu une chaque année qui est très médiatisée, donc pour les raisons que je viens de dire, il ne faut pas critiquer cet aspect médiatique des COP. C'est ça qui fait leur valeur, c'est-à-dire qu'on a créé de la transparence, et après il faut la lumière dessus pour que ça ait d'intérêt. Donc c'est très bien que ce soit médiatisé. Les COP, c'est ça, et entre ces COP-là, donc qui ont lieu chaque année, la prochaine aura lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte, entre ces COP-là, il y a des réunions régulières qui sont beaucoup moins médiatisées, qui sont plus techniques, où on fait des sortes de points d'étape pour préparer le travail, parce qu'évidemment, dit comme ça paraît simple de faire un bilan comparatif des États et de leur demander des nouveaux engagements. En fait, chaque engagement d'un État, c'est des dizaines et des dizaines de pages très techniques, donc il faut juste préparer ça. Et je me souviens, il y a Jeff Bezos qui a été invité à la dernière COP, il y a eu beaucoup de critiques en disant « il a rien à faire là, c'est un gros pollueur ». Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi il est là et c'est quoi son rôle, c'est quoi l'intention ou pourquoi il est invité? C'est une bonne question. Je pense qu'il est invité parce que tout simplement il représente un empire économique qui n'a presque pas d'équivalent, sauf peut-être Aramco et compagnie, mais bon, voilà, et que forcément il y a toujours une question financière qui se pose quand on parle de justice climatique notamment. Dans le cadre des COP, par exemple, il est prévu que chaque année, les pays du Nord transfèrent aux pays du Sud 100 milliards d'euros. On n'y est pas encore, mais il y a cette
idée-là quand même que les pays développés doivent aider les pays en développement. Et donc, bien souvent, ces immenses fortunes, que ce soit Jeff Bezos, Elon Musk et compagnie, ont des fondations, ou en tout cas donnent une grande partie, ou une petite partie, enfin, tout est relatif, mais voilà, pour la communauté internationale, c'est beaucoup d'argent, pour eux, c'est pas forcément beaucoup, mais voilà, ils contribuent. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont invités. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas une très bonne idée, parce que c'est pas du tout l'objectif des COP justement, de trouver de l'argent comme ça. On en a besoin de cet argent, évidemment, mais c'est pas le rôle des COP. Ok. Et donc, on voit mieux ce que c'est que les COP. L'accord de Paris concernant la France, comment ça se traduit, les objectifs, et comment ensuite, quels sont les moyens qui sont mis en œuvre, et on arrivera sur le rôle des individus là-dedans. Mais déjà, c'est quoi pour la France? Qu'est-ce qui est prévu qu'on mette en œuvre? Il y a une étape intermédiaire, c'est l'Union européenne, qui en ce moment est particulièrement proactive, et ça n'a pas été toujours le cas. Elle a adopté le PAC Fit for 55, donc c'est en gros, elle va augmenter ses objectifs de 55% de réduction en 2030 par rapport à 1990. Avant, on était à moins de 40%. Donc là, voilà, il y a quand même une vraie ambition, et du coup, l'idée, c'est que bientôt, la France devra intégrer ce nouvel objectif. Nous, en France, dans la loi, on est toujours sur l'ancien objectif, on devra adopter de nouveau. Donc voilà, et après en France, du coup, tout simplement, dans la loi, dans le code de l'environnement, il me semble que il y a cet objectif-là de réduction de gaz à effet de serre. C'est le point de passage principal, en fait. La France s'est engagée à la neutralité carbone d'ici 2050, et le point de passage, c'est une sorte d'étape intermédiaire, c'est toujours moins 40% en 2030 par rapport à 1990. Après, les façons d'y arriver, alors là, c'est dans tous les secteurs. La façon la plus simple pour moi de comprendre ce que fait un État pour atteindre la neutralité carbone, c'est de reprendre les 5 catégories de la Convention citoyenne pour le climat. Je veux dire un tout petit mot là-dessus, peut-être pour les... Voilà. C'est donc une assemblée de 150 citoyennes et citoyens qui ont été tirés au sort pour essayer vraiment de répondre à cette question: comment atteindre moins 40% d'émissions en 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. Cette assemblée-là, tirée au sort, a été établie par Emmanuel Macron sous une forte pression d'ONG, quand même, il faut le rappeler, après les événements des Gilets jaunes, ou même pendant. Elle a maintenant conclu ses travaux, et je parlais de la Convention pour dire que leur façon de comprendre le problème climatique était la bonne, pour comprendre ce que pouvait faire un État, c'est réfléchir à 5 choses qui nous concernent au quotidien: se nourrir, se loger, se déplacer, produire et travailler, et consommer. Et donc dans ces 5 catégories-là, on peut imaginer des solutions. Se déplacer, voilà, on imagine des grands plans d'investissement pour rétablir le train, fermer certaines lignes aériennes qui sont trop polluantes quand il y a des alternatives en train. Pour se loger, c'est pareil, des plans d'investissement massifs pour faire de la rénovation thermique. On est très très loin des objectifs. Il y a des problèmes de compétences, des problèmes de coordination. Bref, je ne vais pas faire toutes les catégories, mais c'est un peu l'idée. Il n'y a pas de solution un peu miracle, de solution technique, disons, qui pourrait nous sauver individuellement. Ça va être une sorte de mosaïque de solutions. Et c'est pour ça que ces outils démocratiques sont vraiment fondamentaux, et que les États ne doivent pas seulement penser en termes juste de levier financier, etc. Pour que le levier financier irrigue, disons, les bonnes initiatives, les bons endroits, il faut aussi qu'il y ait une appropriation citoyenne, et c'était tout l'intérêt de la Convention. Je pense que je m'égare un peu là en parlant, mais pour moi c'est important d'avoir cette idée que voilà, il y a une... Pour que la transition se fasse, il faut une appropriation citoyenne, donc on va y venir aussi juste après. Et il faut qu'il y ait une coopération vraiment renforcée, une participation renforcée du public, disons, de la transition. Ce que tu décris, on en a parlé quand on préparait cette interview, mais ça me fait penser finalement à une sorte de démarche de créer une culture commune, et que les gens s'approprient en fait aussi cette problématique. C'est un peu ça Oui, c'est exactement ça l'idée. C'est-à-dire que il y a un exemple qui me parle toujours énormément, il est donné par Jean-Marc Jancovici dans toutes ses conférences, ou presque, c'est la voiture. La voiture, elle existe depuis Renault, et même encore un peu avant, diesel, enfin bref, elle existe depuis très longtemps, la voiture individuelle. Il y avait même des voitures au charbon, je crois, à un moment. Des voitures électriques, enfin bref, ça fait longtemps que ça existe, non ?
Et il donne cet exemple, il dit la voiture, ça fait 60 ans depuis les 30 Glorieuses enfin du coup un peu moins, 50, on met des ingénieurs dessus, qu'il y a toute la meilleure science voilà, mécanique, électronique, tout ce qu'on veut, qui bosse là-dessus pour optimiser l'objet voiture. Le résultat aujourd'hui, c'est que la voiture consomme toujours plus au 100 km, juste parce qu'elle est plus puissante, plus lourde, etc. Elle est sûrement bien mieux à plein d'égards, mais le résultat, c'est que techniquement, elle consomme plus. Et ça, c'est en partie lié à l'imaginaire qu'on se fait de cette voiture, la culture qu'on a autour de la voiture, qui doit être grosse, qui doit aller vite, qui doit atteindre le 100 km/h en très peu de temps. Et donc ça montre la puissance de ces récits imaginaires qu'on peut avoir autour de certains objets, autour de certains modes de vie, autour de certaines modes, comme le voyage. Aujourd'hui, quand on dit voyage, on ne peut pas imaginer le voyage autrement que forcément loin, dans un pays ensoleillé, ou... Enfin bon, là je caricature un petit peu volontairement, hein, mais c'est un peu l'idée quand même. Et donc ça montre la puissance de ces récits, donc pour reboucler avec ce qu'on disait avant, la puissance du récit, il faut absolument la mobiliser dans le cadre de la transition, et l'État a sûrement un rôle à jouer là-dedans, pour créer cette culture-là, pour que chacun se l'approprie. Et c'est disons, une façon de faire qui sera, je pense, déterminante pour les énergies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la structure énergétique, elle est invisible. On ne la voit pas parce qu'on a des pôles de production d'énergie ultra centralisés que sont les réacteurs nucléaires. Et pour moi, ça explique en grande partie la raison pour laquelle on consomme de l'énergie un peu voilà, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'il y a des lumières allumées partout, on branche sa voiture électrique si on en a une, sans comprendre bien l'origine de cette énergie. Et ça fait qu'on consomme des quantités d'énergie absolument délirantes. Et si demain on avait un système où il y a une appropriation citoyenne de l'énergie beaucoup plus forte, où chacun a son éolienne, bon là je parle pour les territoires ruraux surtout, à son éolienne, une surface de panneaux solaires qui correspond peu ou prou à sa propre consommation, ça changera tout dans l'appropriation qu'on a de la transition. Ça a l'air d'être une belle illustration de Cyril Dion qui appelle souvent justement à changer les imaginaires, mais parfois on peut se poser cette question, c'est quoi un imaginaire? Et je pense que tu l'illustres. Un imaginaire, souvent, c'est un peu ce qui fonde une culture commune. C'est des références communes qui nous permettent de partager des choses avec notre entourage, avec la société dans laquelle on vit. Et pour moi, un des imaginaires les plus prégnants, les plus flagrants aujourd'hui, enfin, il y en a plusieurs, mais l'imaginaire du voyage, vraiment, j'en ai dit 2 mots, il est pour moi très ancré. C'est-à-dire que c'est très très difficile aujourd'hui alors je sais bien que c'est sûrement... tout le monde ne peut pas se permettre de voyager à l'autre bout du monde, mais quand on habite à Paris et qu'on a, ou dans les grandes métropoles, et qu'on peut se permettre de voyager un peu, en fait, on va pas aller voyager en France en général et assez peu en Europe. On va d'abord viser l'autre bout du monde, etc. Et moi, je sais que j'avais cet imaginaire-là au départ. Et maintenant, plus du tout, quoi. J'ai décidé de plus prendre l'avion, j'ai décidé d'essayer de vraiment réfléchir à ce que j'aimais dans le voyage, et j'ai absolument pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais ça, c'est un imaginaire qui aujourd'hui est très très marginal, qui rentre en friction très très forte avec toutes les publicités, avec le prix des billets d'avion. Ça coûte limite plus cher d'aller en train en Bretagne et de passer une semaine que d'aller à l'autre bout du monde en avion avec un charter, quoi. Enfin, donc la structure économique est faite aussi, accompagne cet imaginaire-là. Un autre imaginaire peut-être plus classique, c'est l'imaginaire autour du travail. Aujourd'hui, si on ne travaille pas, c'est très très dur à vivre. Et il suffit de parler avec des personnes qui sont au chômage depuis un certain temps pour voir à quel point ça détruit une vie d'être au chômage. Et ça, c'est entre autres parce que le travail est devenu quasi le seul facteur d'intégration sociale, parce que on est dans un monde quand même qui est devenu relativement individuel, les religions n'ont plus de place, l'engagement personnel est souvent assez réduit, et donc le travail devient le facteur de sociabilisation numéro 1. Et ça, c'est pas du tout évident. C'est un choix, je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est un choix parmi d'autres. Après, il est questionnable parce que quand on travaille, en général, on produit certaines choses, donc ça peut poser problème dans une société qui cherche à faire sa transition, de savoir que la seule façon de créer de la cohésion dans la société, c'est de produire des choses. Mais
Bon, c'est juste pour illustrer et donner un autre exemple d'imaginaire. Ok, bah, je pense que ça valait le coup d'en parler. Il y a un outil dont tu apprécies en ce moment, je crois, hein, tu nourris ta réflexion autour de ça, c'est ce qui s'appelle le quota carbone individuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Dans le même registre, un petit peu, on parle aussi de la taxe carbone. Est-ce que c'est des choses qui sont pareilles? Sinon, quelles sont leurs différences? C'est quoi les intérêts de l'une, de l'autre? Ça, c'est le gros d'un outil concret, justement, pour faire avancer les choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors la taxe carbone, le principe, c'est déjà elle existe aujourd'hui en France, peut-être que vous l'ignorez, mais enfin on en a quand même beaucoup parlé avec les événements des Gilets jaunes. C'est une taxe qui est incluse dans le prix de l'énergie, ça s'appelle la composante climat-énergie. Bon, elle a été mise en place il y a peu de temps en fait, en 2014, et l'idée c'est simplement de rendre progressivement un petit peu plus cher le coût de l'énergie, dès lors qu'elle est carbonée. C'est-à-dire que voilà, la taxe carbone, on la paye quand on achète du gaz, quand on achète de l'essence, du diesel, etc. Évidemment, quand on achète juste de l'électricité, il n'y en a pas, parce que l'électricité est très décarbonée en France. Et en fait, ce qui est perturbant avec ce dispositif économique, c'est que donc il est très bien pour effectivement orienter les comportements. Quand on a une baguette qui coûte 50% plus cher qu'une autre baguette, on va prendre la moins chère. Bah, c'est fondé sur cette logique-là. Et donc l'économiste se dit, enfin la pensée théorique économique dit, bah si c'est plus cher, ça va orienter les comportements vers autre chose. Le problème, c'est que quand vous avez des dépenses contraintes qui vous poussent mécaniquement, par exemple, pour vous rendre au travail, à consommer de l'essence, et que vous n'avez pas les moyens financiers pour changer de voiture, acheter une voiture électrique ou autre, bah, vous êtes juste contraint. Vous êtes juste bloqué dans ce mode de vie. Et c'est ce qui a directement généré le mouvement des Gilets jaunes, quoi. Ça a créé un sentiment d'injustice, quoi. Exactement. Et qui est complètement fondé à mon sens. Tout simplement parce que quand on regarde, par exemple, les déciles de revenus, voilà, on prend la population française, les 10% les moins riches, etc., jusqu'aux 10% les plus riches, si on regarde la part des revenus disponibles des gens, donc après impôts, transfert, machin, qui est destinée à la consommation et qu'on regarde la part là pour l'énergie, bah, elle est d'autant plus faible elle est d'autant plus élevée que le revenu est faible. C'est-à-dire que plus on est pauvre, en gros, et plus ce qu'on va dépenser pour l'énergie est élevé. Et forcément, il y a une forme d'inégalité là-dedans, une injustice qui est très déplaisante et qui est invivable, en fait, pour une certaine partie de la population. D'où l'idée de renverser un peu le problème et de substituer à cette taxe carbone un quota carbone. Le principe, c'est que c'est comme une franchise, en fait. Ça fait que les quelques premières tonnes de carbone que vous allez émettre, en prenant la voiture, en chauffant, en vous chauffant, en prenant une pièce de viande dans un restaurant, peu importe, vous allez pouvoir la consommer, j'allais dire gratuitement. Alors vous allez toujours payer en euros le service, mais par contre, l'impact écologique, donc les émissions carbone induites par ce service-là, vous aurez une sorte de franchise, c'est-à-dire que vous ne paierez pas pour ça jusqu'à une certaine limite. Vous aurez un quota carbone. Et par contre, au-delà, une fois que vous serez arrivé à votre limite, de par exemple 3, 4, 5, 7, 9 tonnes par an, et bien là, ça deviendra beaucoup plus dur, voire impossible, de continuer à consommer ces biens-là, parce que voilà, vous aurez dépassé votre plafond écologique quelque part. Si je le résume, et tu me corriges si c'est pas ça, c'est un peu comme si en début d'année, l'État me donne 1000 quotas, donc 1000 droits, qui me permettent, quand j'achète des choses, je vais les échanger, donc je vais payer en argent et puis je vais donner des petits quotas. Et finalement, chaque bien ou service qu'on utilise a une empreinte carbone et donc va coûter plus ou moins de quotas. Et si j'ai plus de quotas, je peux plus acheter ce service. C'est ça, hein, l'idée? C'est exactement ça l'idée. Alors là, il y a plein de paramètres à ajuster. Notamment, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as plus de quotas?
Parce qu'on aura toujours ce problème de personnes qui se sont retrouvées emprisonnées dans un certain mode de vie. Par exemple, les travailleurs qui travaillent sur Paris mais qui habitent en banlieue et qui sont contraints de prendre leur voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun suffisamment fin dans la banlieue où ils habitent, bon, ils seront toujours obligés de prendre la voiture. Et du coup, eux, ils émettront beaucoup de CO2 a priori. Parce que voilà, souvent en plus, c'est des vieilles voitures qu'ils n'ont pas pu changer en cours de route. Évidemment, ça peut poser problème avec un quota carbone. Parce que ces gens-là excéderont en fait leur quota, enfin arriveront très vite en cours d'année, au bout de 8 mois par exemple, ils arriveront à leur limite. Et donc c'est pour ça que ça ne peut pas être mis en place tout seul le quota carbone. Il faudra aussi faire en sorte de vraiment focaliser les aides publiques à la transition par exemple de véhicules, dans ce cas-là, sur les personnes qui sont vraiment les plus défavorisées. Je dis ça, c'est pas évident. Aujourd'hui, beaucoup d'aides publiques sont en fait guichets ouverts, c'est-à-dire que quel que soit votre décile de revenus, donc soit vous êtes très riche ou pas du tout, c'est pareil, vous avez les mêmes conditions. Donc là, il faudrait cibler davantage la ressource publique de la transition vers ces personnes-là, tout en mettant en place le quota carbone. Et tu disais aussi que c'était moins injuste parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de... Si à l'inverse, à la fin de l'année, j'ai pas tout dépensé mes quotas, je peux en faire quelque chose? Oui, ça il faudrait, pareil, ça fait l'objet, ça rentre dans les paramètres que j'évoquais juste avant, c'est plein de choses qu'il faut décider tous ensemble, évidemment, c'est un dispositif qui est quand même compliqué, hein. Ça, je pourrais en dire un mot. Est-ce que c'est justifié, cette complexité-là? Mais je pense que c'est important. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est la question inverse, en fait. S'il nous reste des quotas à la fin de l'année, moi, je pense qu'une solution intéressante pourrait consister pour l'État à les racheter et à les détruire. C'est-à-dire ne pas forcément les... Soit on dit... on les revend au reste de la population qui a besoin d'avoir 30% ou 50% de quotas en plus, c'est une option. Et du coup, ça fait que vous avez un bénéfice à être sobre, ce qui est bien, c'est une incitation. Et du coup, vous avez une sorte de petit revenu basé sur ces tonnes-là, et c'est tout. Soit vous les revendez, donc vous gagnez toujours de l'argent, mais vous les revendez à l'État, qui les détruit, qui les supprime du marché. Ces deux options, c'est un peu différent. Dans la première option, ce qui se passe au niveau macroscopique, c'est que si l'État divise, par exemple, 300 millions de tonnes de quotas CO2 entre les citoyens, à la fin de l'année, on aura émis exactement 300 millions de tonnes de CO2. Dans la deuxième option, si les citoyens qui sont sobres revendent leurs quotas à l'État et qu'il les détruit, on sera plus ambitieux encore. C'est-à-dire qu'on pourra être en deçà de la cible de 300 millions de tonnes. Oui, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que finalement, on a parlé de l'accord de Paris, donc il y a une trajectoire avec des émissions théoriques qui sont visées par an, et en fait, c'est ça qui constituerait le nombre total de quotas, qu'après on diviserait de façon égalitaire, peut-être qu'il peut y avoir d'autres systèmes, mais à tous les Français. C'est ça, sachant qu'il y aurait quand même une part à attribuer de façon différente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissions qui sont strictement collectives. Par exemple, l'administration. L'administration, tout le monde en bénéficie, plus ou moins, et là ce serait très très compliqué pour le coup à chaque fois qu'on prend une route qui a nécessité des engins de chantier qui ont émis du CO2, qui a imperméabilisé des sols, etc. Ce serait compliqué de délivrer des quotas à chaque fois qu'on consomme une infrastructure publique, par exemple. Donc, l'État, si par exemple il a une trajectoire donc, de décroissance d'émissions aujourd'hui, on est à peu près autour de 500 millions de tonnes. Imaginons en 2030, on a mis en place le quota carbone, l'État se fixe une cible de 350 millions de tonnes. On va dire 300 millions de tonnes, on va essayer d'être ambitieux. Il retranchera d'abord entre 50 et 100 millions de tonnes spécifiquement pour les émissions collectives, et ensuite, les 200 millions de tonnes, il les dispatchera entre les Français. Et ça, finalement, ça contribue alors responsabiliser les individus, c'est peut-être trop fort comme mot, mais en tout cas à les amener dans une démarche aussi individuelle et presque ludique, parce que du coup on peut mesurer à la fin de l'année ce qu'on a détruit, où est-ce qu'on en est, etc. Je trouve ça assez rigolo de ce point de vue-là. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui peuvent contribuer à casser un petit peu ce fameux triangle de l'inaction où les citoyens reprochent aux entreprises, les entreprises reprochent aux dirigeants, les dirigeants reprochent aux citoyens, enfin bref, un peu dans ces sens-là. Et ce qui fait qu'à la fin, si le voisin il fait pas, on se dit bon, moi je fais pas non plus.
Il y a aussi cette volonté-là, Oui. tu trouves? Oui, j'adhère à ça. Effectivement, je pense qu'il y a un petit jeu pernicieux qui s'est mis en place avec notamment cette dénonciation de grandes entreprises qui ne vont pas dans le sens de la transition. C'est vrai que voilà, quand on voit certaines entreprises pétrolières qui mettent des sommes faramineuses sur la table pour faire de la prospection pétrolière dans des zones à biodiversité fragile, on se dit que c'est un peu agaçant quand même, pour pas dire plus. Certes, mais il y a quand même un moment où en fait beaucoup des consommations qu'on fait nous sont la source directe de l'activité de ces entreprises-là. Quand on prend notre voiture et qu'on consomme du pétrole, bah, in fine, on vient cautionner presque ce que fait cette entreprise-là. Et donc pour permettre à tout le monde de devenir presque activiste, en fait, c'est quasi comme un boycott déguisé. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, comme on aura tout intérêt à, par exemple, si vous avez des pots de yaourt faits de façon très peu écologique, avec plein d'allers-retours de camions en France, en Espagne, etc., qui vous coûtent 2 kilos de carbone, et qu'à côté, vous avez le même pot de yaourt au même prix en euros, mais qui est à 1 kg de CO2, ben vous allez stimuler le développement des entreprises qui sont peu émissives. Donc vous allez transformer le paysage économique, et en même temps, voilà, ça va vous faire des économies de carbone que vous pourrez valoriser financièrement à la fin de l'année. Donc tout le monde sera gagnant. Le tissu économique changera, l'État sera certain de pouvoir respecter sa cible, et ça aussi il faudrait y revenir, mais c'est pas du tout donné en l'état actuel des choses, et nous individuellement en tant que citoyens, bah, la sobriété serait rémunérée quelque part. Et puis ce système il a l'air assez souple sur les libertés individuelles, on pourrait presque aussi faire des choix. Ouais, alors ça c'est... Ouais. Moi, c'est une des choses qui me... Tu voulais peut-être... Non, justement, je te le lançais là-dessus. Oui, ça, c'est un point qui est, je trouve, le plus séduisant là-dedans. Il y en a qui le sont moins, notamment la complexité peut-être administrative, mais là aussi, je pense qu'il y aurait moyen de se rassurer là-dessus. Mais les choix, c'est vrai qu'il y a une dimension qui est difficile à absorber en ce moment dans la transition écologique, c'est qu'on réalise que presque tout ce que l'on fait est néfaste. Faire du ski est néfaste, consommer de la viande est néfaste, voyager est néfaste, bref. Vivre est néfaste. Vivre est néfaste, et vivre en tout cas est toujours une transformation de matière et d'énergie, et en fait on en prend conscience progressivement, et il est tentant de rentrer dans une posture extrêmement radicale qui consiste à presque ne plus rien faire de ce qu'on faisait avant. Alors on fait d'autres choses, et c'est très bien, plein de gens innovent, essayent de réinventer des façons d'être dans la nature, des activités très différentes, des cultures culinaires différentes, véganes, etc. Mais je pense que pour que tout le monde soit un peu sur la même longueur d'onde et s'assurer que tout le monde avance en même temps, ce dispositif-là permettrait de dire « démerdez-vous ». Vous avez une limite individuelle. Si vous voulez tout cramer en andouillettes barbecue, faites-vous plaisir. Achetez 200 andouillettes, mangez-en 5 par jour. Mais par contre, si vous faites ça, vous ne pourrez pas voyager. Vous ne pourrez pas prendre la voiture, vous ne pourrez pas, etc. Et donc, il y a vraiment une notion de choix qui s'oppose à l'idéologie de dire bah, il faudra que tout le monde mange moins de viande. Ça, c'est pas audible, je trouve. Et donc on peut être très radical, et moi personnellement, voilà, je suis végétarien, bon, mais j'ai pas du tout, enfin je pense que c'est pas du tout efficace. C'est pas du tout efficace de s'imaginer qu'on arrivera à rendre tout le monde végétarien en si peu de temps. C'est toujours ça le truc. Comme il y a une contrainte temporelle, il faut laisser le maximum de liberté individuelle et faire une contrainte collective. Donc c'est ce que je disais récemment dans le TEDx sur le quota carbone, c'est allier la radicalité collective, c'est-à-dire qu'on est sûr d'atteindre cette limite, avec le maximum de liberté individuelle. Ouais, puis j'ai quand même l'impression que c'est un système qui s'appuie sur faire confiance aux gens et en leur intelligence, quoi, plutôt que de les infantiliser de façon abrupte quelque part. Oui, parce qu'à partir du moment où on laisse le choix des personnes, ça veut dire qu'elles ont la responsabilité de leurs arbitrages, ce qui n'est pas le cas quand on dit on va... Enfin, on ne le dit pas, évidemment, mais on interdit la consommation de viande. Bah, du coup, voilà, l'État prend la décision, et puis après, il n'y a plus de raisonnement à avoir. Alors, évidemment, on n'a jamais été dans ce genre de politique publique, c'est jamais aussi radical que ça, mais moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse laisser le choix.
Ouais, et puis en plus, il y a des exemples historiques, je fais référence à la prohibition de l'alcool aux États-Unis, notamment. Enfin, limite, quand le truc devient interdit par l'État, on a presque qu'une envie, c'est de continuer à le Oui, faire de façon cachée, ça quoi. stimule le désir de Et puis, désobéissance, ouais. ouais, puis bref, donc cette notion de quota carbone individuel, je crois que ça fait depuis les années 90 que c'est bien étudié en Angleterre, de ce que j'ai cru comprendre. La France aujourd'hui aurait du fait peut-être de l'accord de Paris, alors c'est pas dans l'accord de Paris hein, ce dispositif il me semble, mais euh, dans ton TED justement que j'ai pu voir aussi, tu parles tu dis oui ça a l'air compliqué comme ça de le mettre en place, mais on se disait pareil pour la TVA. Est-ce que tu peux reparler de cette anecdote que tu partages? Ben, la TVA, souvent, enfin, on l'ignore, mais ça a été inventé par un haut fonctionnaire français. Je me souviens plus de son nom là, juste là, mais voilà, dans les années 50. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une ressource qui est publique, une recette publique, qui est prépondérante dans plein de budgets des États du monde entier. C'est devenu un outil de ressources publiques très, très répandu. Et la TVA, c'est une usine à gaz. Voilà, je pense qu'il y aura sûrement des entrepreneurs, des personnes qui ont des entreprises parmi le public de cette vidéo. C'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des reports de TVA, il faut déclarer, il y a des reversions, c'est complexe, il faut une administration qui est pointilleuse, et c'est d'autant plus complexe quand on passe à l'échelle européenne, parce que les taux de TVA ne sont pas les mêmes, etc. Enfin bon, je passe les détails. Pourtant, ce système-là, on l'assume. On l'assume pourquoi? Parce que c'est une ressource publique qui est peut-être encore plus... Enfin, même si elle est complexe, qui est quand même plus simple que d'autres. Je sais pas, peut-être l'impôt sur le revenu, ou qui sont moins acceptés. Donc, on peut se permettre la complexité sur certaines choses. On l'a déjà fait. Je pourrais prendre un autre exemple, je ne l'ai pas donné dans le TEDx, mais quand on regarde le paysage des minima sociaux, c'est monstrueusement compliqué. Le cumul de l'aide allocation, enfin l'allocation adulte handicapé, j'en sais rien, du RSA, du RSO, machin, il y en a 11. Il y a des conditions de cumul, de ressources, de est-ce qu'on est en couple ou pas, de est-ce qu'on habite en outre-mer ou pas, de quel âge on a, etc. C'est un paysage très compliqué, ça emploie des dizaines de milliers de fonctionnaires. Oui, mais ça fait la France aussi. C'est ça qui constitue notre culture de solidarité, c'est un modèle qui est unique au monde. Alors, parfois, c'est un peu la risée de pays plus libéraux et de cultures plus libérales. N'empêche que c'est une culture qui est désirée par beaucoup de monde. Et donc, je pense, pour conclure, qu'on peut se permettre une forme de complexité quand l'objectif en vaut la peine. La solidarité en a valu la peine dans les années 40, etc., après les guerres, etc. Bon, on a inventé un modèle social révolutionnaire nouveau qui maintenant fait référence. Bon. Aujourd'hui, en 2022, il y a un autre sujet sur la table qui est essentiel, qui est le problème du climat. La taxe carbone est un échec pour les raisons qu'on sait. Les marchés carbone fonctionnent à peu près, mais pour un niveau qui est très, très économique. Ça fonctionne surtout pour les entités industrielles et économiques. Je pense qu'au niveau des citoyens, il y a quelque chose à inventer. Et voilà, on peut essayer. Après, la France pourrait être pionnière là-dedans et recréer une norme mondiale. Voilà, je pense. Pourquoi pas, souhaitons-le à la France, si on veut être chauvin. Très bien. Merci déjà pour ce grand éclairage sur l'accord de Paris, le rôle des États, des individus, et donc cet outil que serait le quota carbone individuel. Et pour conclure cet échange, j'aimerais bien qu'on aborde, tu en as parlé un petit peu en intro, sur l'aspect où tu as été, certains te connaissent peut-être justement du fameux procès anti-5G, hein, je le mets entre guillemets. Mais quand on s'est rencontrés la première fois, justement, tu m'as expliqué que c'était beaucoup plus complexe, ta pensée par rapport à ça, et j'ai envie qu'on en profite pour que tu puisses t'exprimer et expliquer en fait les motivations et la philosophie qu'il y a derrière ça. Le problème autour de la 5G a bien été résumé par notre cher président quand il a opposé les Amish à d'autres. Alors, on ne sait pas qui sont ces autres, ce serait peut-être les pragmatiques dans sa tête à lui.
Et je trouvais que ça résumait très très bien la polarité en fait, du débat public dans lequel on était à ce moment-là, où il y avait d'un côté en gros les technophiles, de l'autre les technophobes, et c'était aussi simple. Bon. Ce que j'ai voulu faire à travers ces procès-là, alors quand je dis je, c'est pas moi tout seul évidemment, il y a eu 2 procès, hein, pour faire très simple, dans lesquels moi j'ai été impliqué, il y en a eu d'autres aussi à côté. L'un avec 500 citoyennes et citoyens, et l'autre avec plus 10 personnalités publiques, on va dire, des députés notamment. Qui était visé? Qui était visé? Dans le premier procès, c'était les 4 opérateurs, donc Bouygues, Orange, etc. Et dans le deuxième procès, c'était l'État. Plus exactement, c'était on cherchait à faire annuler un arrêté pris par l'ARCEP, donc qui est l'autorité en charge des télécoms, pour faire très très simple. Alors il y a des subtilités, il y a différentes agences d'État qui ont différents rôles, mais voilà, on attaquait un arrêté d'une des agences de l'État. Et l'objectif de ce deuxième procès, c'était de critiquer la légalité d'une directive européenne qui demandait à tous les États européens de diffuser la 5G, en expliquant qu'il n'y avait pas eu d'études en fait environnementales préalables. Parce qu'il y a un document qui s'appelle études environnementales sur la directive télécom, mais en fait, les parties qui concernent l'environnement dans cette étude ne sont pas du tout... elles sont très très basiques et quasi inexistantes en fait, en termes de volume. Et donc, on critiquait ça. On a perdu, partout, mais il y a toujours... on a des options on envisage en ce moment, par exemple, d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Enfin bon, je ne sais pas jusqu'où, moi, personnellement, j'irai dans cette lutte-là, parce que, comme tu l'as dit très justement, elle est assez dure à mener, parce qu'on est très vite catégorisé. Donc moi, pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans? La première chose, en fait, c'était une critique de la méthode de gouvernement. C'est-à-dire que la 5G, ça nous est tombé dessus un matin, un peu, voilà, sauf pour les personnes très très informées qui lisent les informations au jour le jour de la Commission européenne. En fait, c'est arrivé très vite. Et le déploiement a été très rapide. Donc j'ai trouvé simplement qu'il y avait un manque de consultation, un manque de démocratie, de participation, tout ce qu'on veut. Et l'autre point, c'est que il y a... Et là, c'est un problème peut-être qui est encore plus important, c'est que le gouvernement a mandaté des autorités indépendantes, sanitaires notamment et environnementales, le Haut Conseil pour le climat, pour évaluer la 5G. Le problème, c'est qu'ils ont pris la décision de déployer la 5G avant que les résultats des études tombent. Donc forcément, on peut avoir des doutes sur ce que vont dire les études, parce qu'à partir du moment où l'État a vendu ces fréquences-là et donc a gagné une certaine somme d'argent aussi, et a tout intérêt à ce que les études montrent que voilà, la 5G finalement ne pose pas tant de problèmes. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de dénoncer, cette espèce de renversement de calendrier. Pour faire une analogie avec la médecine, c'est comme si on faisait la prise de sang après avoir opéré la personne pour savoir de quoi elle était malade, quoi. Enfin, c'est juste complètement... c'est pas logique, quoi, comme ordre. Mais par contre, ce que tu m'as expliqué justement, déjà, peut-être tu pourras brièvement rappeler ce que c'est qu'une technologie 5G, quelles peuvent être justement ces problématiques, et aussi, parce qu'il y a quand même des choses où ça peut être utile, tu en avais parlé également. On n'est pas là pour défendre ou annuler la 5G, mais c'est hyper intéressant parce que t'arrivais à expliquer la complexité, la philosophie, la quête de sens en fait qui était derrière. Et ça, je trouvais ça intéressant à expliquer. La 5G, en fait, elle a plein d'usages différents. Pour faire très simple, il y a 2 bandes de fréquence 5G, une bande à faible fréquence, autour de 3,4 GHz, qui a été vendue, voilà, déjà. Et c'est une sorte de téléphonie mobile Internet augmentée, c'est-à-dire que ça va juste être un peu plus rapide. Mais la vraie innovation, enfin la vraie nouveauté dans la 5G, c'est la bande 26 GHz, qui, elle, permettra une massification des objets connectés. Voilà. Donc tous les objets connectés dont on parle un petit peu en mode science-fiction aujourd'hui, les montres, les frigos, les voitures, les machins, tout ça, ça deviendra une réalité très concrète, très tangible, avec cette bande de fréquences qui va être vendue par l'État aux opérateurs d'ici une paire d'années à peu près. Et donc, parmi les usages de la 5G, il y a plein de choses. Il y a la télémédecine, il y a la téléchirurgie, il y a les voitures connectées, il y a... Voilà, tous ces usages-là. Et l'idée, évidemment, c'est pas de les jeter en bloc. C'est juste de dire, est-ce que dans un monde dont la priorité absolue est la transition écologique dans un esprit de justice sociale, est-ce que cette infrastructure-là, nouvelle, va nous permettre d'atteindre plus facilement cet objectif-là?
d'atteindre la neutralité carbone le plus vite possible dans un esprit de justice sociale? La réponse, c'est on n'en sait rien. Par contre, quand on étudie les communications gouvernementales, les points de vue des différents secrétaires d'État au numérique, secrétaires d'État à l'industrie, etc., c'est indispensable. Le problème, c'est que rien ne le prouve. Par contre, il y a de forts indices qui montrent que cette infrastructure va d'une part provoquer des très fortes inégalités d'accès, notamment à Internet, va encore augmenter la rupture de connexion entre villes et territoires ruraux, va aussi provoquer une forte hausse de la consommation énergétique, en permettant des économies d'énergie par ailleurs, bien sûr, mais le bilan net, en fait, on ne le connaît pas. Ce qu'on est sûr, c'est que l'infrastructure consommera plus. Une consommation de matériaux aussi. Alors, certes, l'infrastructure est peut-être plus efficace, mais si son objectif, c'est de connecter des milliers d'objets connectés supplémentaires par personne, d'où vont venir les matières premières nécessaires à la construction de ces objets? Pareil. Donc, en fait, on peut très bien entendre l'idée que la transition écologique sera favorisée par certaines technologies numériques. Le problème, c'est que là, on met la charrue avant les bœufs. On est très excité par une technologie, ce que je comprends. Moi-même, je suis fasciné par... ingénieur. Je suis ingénieur à la base, je suis passionné par l'aéronautique. Je me réveille à 4 heures du matin pour regarder en direct les lancements des fusées depuis Cap Canaveral. Ça me fascine. Le truc, c'est que il y a une grande différence entre la fascination qu'on peut avoir pour certaines choses et la mise en œuvre concrète généralisée pour la consommation quotidienne. Tout comme aujourd'hui, on est devenu dépendant des voitures dans nos organisations urbaines et sociales, et qu'on réalise aujourd'hui que c'est un énorme problème et qu'il faudrait en sortir, eh bien je crains qu'avec la 5G, en fait, on se retrouve pris encore dans une nouvelle infrastructure, une nouvelle façon de coopérer, une nouvelle façon d'exister socialement, qui soit encore plus énergivore, encore plus consommatrice de matières premières. Et donc là, pour conclure, ma position n'est pas « il ne faut pas faire la 5G ». Ma position, c'est dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre de rajouter quelque chose qui va nous contraindre d'un point de vue ressources, consommation d'énergie, sans être à peu près sûr que ça va nous apporter des chances de réussir cette transition. Ça me paraissait, merci, et ça me paraissait d'autant plus intéressant de t'en parler parce que tu avais également évoqué le fait qu'être militer, ça demande beaucoup d'énergie, et tu avais évoqué le fait qu'être dans le discours d'opposition, hein, c'est des termes, ça peut être plus facile, mais ce qui est dur au quotidien, c'est que en fait, ça nous crée aussi un sentiment négatif, et en fait, pour tenir peut-être dans la durée, on a aussi besoin d'être positif, et cet échange en fait sur le militantisme, l'énergie, l'opposition, je trouvais ça extrêmement intéressant quand on t'en a parlé. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus peut-être Oui. Souvent, en fait, quand on comprend certains des problèmes contemporains, ça peut être les problèmes d'inégalité, ça peut être les problèmes, je sais pas, d'accès à l'eau, les problèmes d'éducation, les problèmes d'environnement, pourquoi pas. Il y a toujours une sorte de passion un peu initiale très très forte qui nous pousse à aller sur le terrain, à signer des pétitions, à faire des actions, etc. Et moi, j'ai été pas mal là-dedans. Et effectivement, il y a un moment où ça devient très très fatigant, tout simplement parce qu'on a l'impression de ne pas avoir accès, de ne pas participer à l'élaboration de la matière première. C'est un peu comme si on était un sculpteur devant un bloc de granit, et la seule chose qu'on peut faire, c'est enlever des bouts de matière, mais on n'a pas le droit de sélectionner la pierre initiale. On n'a pas le droit d'être là un peu au départ. Et donc, au bout d'un moment, ça devient assez frustrant d'être toujours dans cette position de critique, voilà, de dénoncer, de mettre l'éclairage sur certains dysfonctionnements. Et moi, j'en suis arrivé à un stade de ma vie en ce moment où j'essaye de m'outiller, de développer d'autres modes d'action pour peut-être agir à d'autres niveaux. Parce que je pense que l'activisme, c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie. Enfin, quand on l'a dans le sens, c'est un peu dur de... Enfin, le sentiment plutôt qui nourrit l'activisme, on l'a toute sa vie. C'est une sorte de passion au sens premier du terme. Mais qu'il peut être complètement inefficace dans certaines situations. Et donc moi, j'essaye de me préparer à ces situations-là où il faudra d'autres outils, d'autres langages, etc. Parce que les forces contre lesquelles on se bat, parce qu'il y a vraiment des modèles contre lesquels on se bat, ils ne pourront pas être déstabilisés par l'activisme. Ça ne marchera juste pas. Ok.
C'est pas très positif comme fin. Eh ben, finissons justement par quelque chose de beaucoup plus positif. On a pour coutume de demander à nos interviewés, est-ce qu'il y a quelques signaux faibles, quelques éléments tangibles qui te font avoir quand même un petit peu de l'optimisme? Alors pas sur le fait qu'on va régler tous les problèmes d'un coup, mais des choses qui te font penser qu'il y a des choses qui vont aller dans le mieux, qui vont s'accélérer, s'améliorer. Alors, Est-ce que justement tu as de l'optimisme pour conclure? ouais, j'ai énormément d'optimisme. J'ai très envie de parler de quelque chose, mais qui est sûrement complètement anecdotique et j'ai pas trop vérifié en plus l'information, donc ça va peut-être être. Voilà, je vais peut-être m'en vouloir un peu sérieux d'avoir dit ça, mais récemment je suis tombé sur une coupure de journal qui présentait une toute petite entreprise faite par un ingénieur lyonnais, il me semble, qui a développé une voiture qui est toute petite, qui est présentée comme la Renault 5 du 21e siècle ou quelque chose comme ça, qui est toute légère, qui pèse quelque chose comme 750 kg, c'est-à-dire quasi la moitié des petites voitures actuelles, propulsée à l'énergie électrique. Et ils ont aussi réinventé complètement le modèle de la production industrielle, c'est-à-dire au lieu d'imaginer une méga factory qui inonde l'Union européenne entière avec un modèle de voiture, en fait, là, ce qu'ils vendent, eux, c'est aussi la micro-usine qui est capable de construire et réparer cette voiture-là, qui par ailleurs est montée en kit, c'est-à-dire qu'elle est ultra simple, il n'y a pas d'électronique, très peu d'électronique, sa pointe de vitesse, je crois que c'est 100 km/h. Néanmoins, c'est une voiture qui est normale, d'apparence très normale, mais donc qui est très sobre en énergie, très sobre en tout ce qu'on veut, qui est beaucoup plus réparable que la moyenne. Il n'y a pas besoin d'avoir une mallette spécifique du concessionnaire pour réparer le moteur, par exemple. Et ce type d'innovation, alors là, voilà, peut-être que les gens qui nous écoutent la retrouveront et verront que c'est du bullshit ou autre, peu importe. Je trouve que ce genre d'initiative, parce que c'est pas la première fois que je vois passer ce genre d'initiative, me fait très plaisir parce que pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. C'est pas uniquement l'objet qui réinvente, c'est aussi la structure industrielle et sa connexion avec l'utilisateur, c'est-à-dire nous, et ça permet du coup une réelle économie circulaire. Bref, ça pense beaucoup plus loin que juste un objet qu'on va réussir à marketer en faisant des belles pubs de SUV dans le métro. Et ouais, ça me rassure énormément. Ça me rassure beaucoup plus que de voir, j'ai vu ça aussi récemment, je me souviens plus, je crois que c'est Opium ou peut-être quelque chose comme ça, une autre marque de voiture à hydrogène où en fait la voiture elle pèse 2,5 tonnes, elle est hyper rapide, elle fait du 0 à 100 km/h en 2 secondes 5 et elle consomme une quantité d'énergie faramineuse. Bah, en fait on a le même genre de nouveautés, mais dans un cas pour moi ça va à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour mener à bien la transition. J'imagine que ce que tu voulais montrer, c'était pas spécialement le côté innovation pure, mais surtout le côté des gens qui ouvrent des nouveaux champs de possibles et qui créent ces imaginaires. Exactement, ouais. Et qui ne s'arrêtent pas à se dire oui, bah, en fait, les énormes groupes, Renault, Toyota et compagnie, sont beaucoup trop puissants, ce sera impossible. Non, ils tentent, ils essayent. Et puis, s'ils font des bonnes rencontres, je ne vise personne, bah, ils arrivent à mener à bien cette innovation et puis potentiellement à essaimer voilà, des nouvelles façons de produire et de développer notre transition. Merci, Com. Merci à toi.